Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui du projet d'une Europe politique depuis 1948. Alors sous une forme un peu particulière par rapport à toutes les autres vidéos, pris par les contraintes et le temps de fin d'année, ça va être un peu plus expéditif. Je vais présenter le cadre, hein, c'est-à-dire un plan qui peut être utilisé pour une composition en soulignant quelques idées incontournables, quelques notions sur lesquelles il faut s'arrêter, et pour le reste, vous vous référerez au cours du manuel ou à d'autres supports pour trouver les détails. Voilà, alors, projet d'une Europe politique, hein, ça s'inscrit dans cette troisième grande partie sur les échelles de gouvernement, avec à l'échelle mondiale l'économie, puis gouverner la France dans toutes ses dimensions, et pour ce qui concerne l'Europe, donc le mot essentiel, politique. Voilà, c'est un projet politique, on va donc problématiser autour de cette idée directement, on va se demander en clair, hein, c'est la problématique donc de ce travail, est-ce que la construction d'une Europe politique a permis de définir un modèle politique européen. Voilà, et c'est vraiment ce mot de modèle qui est essentiel. Parce que oui, c'est un projet d'abord unique, inédit, hein, nulle part ailleurs dans le monde. Un groupe de pays n'a essayé d'aller aussi loin dans le rapprochement. Vous connaissez, on a entendu parler bien sûr de l'ALENA, de l'ASEAN, de l'Organisation des États africains ou d'autres organisations régionales, mais qui avant tout ont une dimension essentiellement économique, hein, sont des grands marchés de libre-échange, tandis que voilà, il va falloir réfléchir dans ce chapitre à tout ce que l'Europe a tenté de faire, bien sûr sur le plan économique parce que c'est lié à la politique, mais surtout voilà, pour essayer d'intégrer davantage leur politique, de mener une politique commune. Voilà, donc c'est autour de ça, sur cette problématique, il faudra s'arrêter, puis ne jamais perdre de vue tout au long de ce travail que la construction européenne, elle ne se fait pas sous cloche, qu'elle est aussi très dépendante du contexte international, donc bien sûr il faut avoir une idée précise et toujours rappeler dans quel contexte cette construction politique s'inscrit, en particulier la mise en place de la guerre froide, hein, qui explique que les États-Unis vont encourager la création de pays unis à l'Europe de l'Ouest, parce que c'est une barrière contre le communisme, et puis évoquer aussi toutes les conséquences de la fin de cette guerre froide. Bref, hein, jamais perdre de vue ce contexte international. Et puis deuxième chose importante à dire, là, pour terminer cette introduction, eh bien c'est que ce projet politique européen, c'est pas du tout un projet linéaire, hein, ça va pas tout droit depuis la déclaration Schuman en 50 jusqu'au traité de Lisbonne, mais que le chemin de la construction européenne, il a toujours été semé d'embûches, de détours, et il a alterné des phases dynamiques et puis des périodes de stagnation, des relances, des crises. Voilà, donc ça justifie aussi le plan chronologique qu'on va adopter et ces coupures qui sont liées très directement, on va essayer de distinguer en clair dans ce plan des périodes où l'Europe a connu de grands coups d'accélérateur et puis d'autres où ça a été un petit peu plus difficile. Voilà, donc ce sera un plan chronologique en 3 parties que je vous présente tout de suite de façon donc assez rapide. La première partie court de 1948 jusqu'en 1969, où on va voir qu'au-delà de l'ambition politique, de l'envie de construire une Europe, eh bien, il y a des difficultés importantes à le mettre en œuvre. Et évoquons tout d'abord donc de ce contexte immédiat de l'après-guerre où véritablement il y a une envie de construire quelque chose, de tourner un trait sur les dévastations de la Seconde Guerre mondiale, de faire en sorte que s'installe une paix durable sur ce continent, et on va donc renouer avec des vieux projets, hein, de construire une Europe unie qui date déjà du 19e siècle, qui sont repris un petit peu dans les années 20. Et voilà pourquoi cette envie, hein, de tourner une page après la guerre est vraiment très importante pour les origines de la construction européenne. Et puis on rappelle, comme je le disais en introduction, comment les États-Unis vont encourager ces pays d'Europe occidentale, hein, dans un contexte de guerre froide naissante, à former un bloc, hein, uni qui pourrait faire face au communisme. Et donc 1948, qui est la bande chronologique initiale de ce chapitre, marque, et c'est important, un grand congrès qui se tient aux Pays-Bas, dans la ville de La Haye, un congrès qui réunit 17 pays européens et des représentants favorables à la construction de cette Europe. Mais déjà, on va voir s'opposer deux visions, il ne faudra jamais les perdre de vue dans la totalité de cette question, entre ce qu'on va appeler les fédéralistes, qui sont partisans en gros des États-Unis d'Europe, où il va y avoir un transfert important de la souveraineté de chacun des États membres à des institutions donc qu'on appelle supranationales, qui sont au-dessus donc des États, créer une fédération en Europe, et puis s'oppose à cela ceux qu'on qualifie d'unionistes, donc unionistes, c'est-à-dire favorables également à un rapprochement des pays européens, mais
simplement dans le domaine économique. Voilà, une coopération économique entre les États suffirait et voilà un petit peu donc ce qui déchire l'Europe dès le départ. Et donc globalement on sent bien que lors de ce congrès de la Haye, ce sont les unionistes qui emportent le débat. Et donc ceux qu'on appelle parfois les pères de l'Europe, hein, favorables à ce rapprochement politique. Alors pour la France on va citer par exemple Jean Monnet et puis également Robert Schuman, qui sont donc les deux Français à l'origine de ce projet d'une Europe politique, comprennent bien que le rapprochement des peuples ne pourra résulter que d'un lent processus. Hein. Voilà pourquoi on parle d'un projet politique limité au départ. Et donc le gouvernement français va proposer en 1951, par la voix précisément donc de Robert Schuman, de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, qui réunira donc la France, l'Allemagne, de l'Ouest en tout cas, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. C'est aussi ces trois pays qu'on appelle parfois le Benelux. Et l'idée étant de mettre en commun deux produits, charbon et acier, qui sont des produits indispensables à la guerre. Donc s'il y a une mise en commun de la production et de la commercialisation de ces produits, ça suppose qu'une guerre ne sera pas possible. Donc vous voyez, il y a une dimension très politique derrière ce projet, présenté un petit peu comme économique, sous des apparences économiques. Voilà. Donc ce projet de CECA est accepté et donc est signé en 1951 et on veut aller plus loin très rapidement. En 1952, on propose également un projet de communauté européenne de défense. En gros, faire une armée, un embryon d'armée commune aux pays signataires de la CECA. Et donc ce traité de CED est signé en 1952, mais notez bien qu'en 1954, la France, qui doit ratifier ce traité, refuse par la voix de ses députés pour préserver son indépendance nationale, et ça marque déjà un coup d'arrêt à cette intégration politique de l'Europe. Et voilà pourquoi les pères de l'Europe vont ensuite miser plus sur une intégration économique qui serait un préalable à l'union politique de l'Europe. Voilà pourquoi en 1957 est signé donc le traité de Rome ou les traités de Rome, et qui mettent surtout en place donc la communauté économique européenne entre les 6 pays que j'ai cités précédemment. Voilà. Et là-dessus, en 1958, donc le général de Gaulle revient au pouvoir en France, et on va voir que de Gaulle a une influence très importante sur l'Europe, puisque la France est un des pays phares avec l'Allemagne de ces six pays qui ont commencé à se regrouper. Et donc la politique de Gaulle est par de nombreux aspects contradictoire avec l'Europe, parce que de Gaulle souhaite néanmoins que l'Europe soit forte pour contrer un petit peu ce qu'on appelle l'atlantisme, ces relations privilégiées de part et d'autre de l'Atlantique entre États-Unis et Europe occidentale. Et de Gaulle a toujours été très méfiant vis-à-vis des États-Unis. Donc c'est vrai que faire cette Europe forte ce serait bien, mais en même temps la politique gaullienne, elle est aussi très très motivée par ce qu'on appelle l'indépendance nationale, la volonté de décider par soi-même à l'échelle nationale, donc se méfier de tout abandon de souveraineté à un échelon supérieur. Voilà pourquoi donc d'un côté de Gaulle a proposé une Europe plus politique, il propose ce qu'on appelle le plan Fouchet en 61-62, mais voilà pourquoi aussi il va pratiquer en 1965 ce qu'on appelle la politique de la chaise vide, où il paralyse la CEE pour qu'on revienne à une règle où chaque pays devait être d'accord pour qu'une décision soit adoptée. Enfin, voilà pourquoi donc la position de Gaulle, elle est un petit peu, elle va par certains aspects paralyser l'Europe. Il faut citer également le double refus de Gaulle aux demandes d'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe, double refus qui est motivé justement par l'atlantisme très fort du Royaume-Uni que craint le général de Gaulle. Voilà. Donc ce qu'on peut dire en gros sur cette première partie, de 1948 à la fin des années 60, c'est que les pères de l'Europe échouent à construire une Europe politique, que l'intégration économique est plus pragmatique, plus facile à faire, prend le dessus. Mais signalons néanmoins que ce projet européen tel qu'il est construit permet à la paix de triompher au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc la rupture, 69, le retrait de Gaulle de la vie politique en France, et c'est vrai qu'après le départ du général de Gaulle, l'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants en France, Georges Pompidou, puis en Allemagne aussi Willy Brandt,
va relancer la construction de l'Europe et donc cette recherche d'un modèle spécifiquement européen qu'on va aborder dans la deuxième partie jusqu'en 1997, en soulignant néanmoins que, dans la première sous-partie, que jusqu'en 1989, on peut qualifier les avancées du projet politique européen de relativement timides, même si donc cette communauté est attractive. On évoquait tout à l'heure le refus de De Gaulle de l'intégration du Royaume-Uni. Eh bien, après son départ, la CEE va connaître une vague de candidatures importantes, et va donc procéder à ce qu'on appelle, et c'est important le mot à retenir, des élargissements successifs. Donc l'élargissement, c'est l'accueil de nouveaux membres au sein de cette communauté politique. C'est ainsi donc en 1973, le Royaume-Uni intègre l'Union européenne en même temps que l'Irlande, et puis il y a le Danemark également. Après, donc il y a la Grèce en 81, Espagne, Portugal en 86, et puis d'autres, Autriche, Suède, Finlande. Bref, l'idée c'est pas forcément de connaître tous les pays et toutes les dates d'adhésion, mais juste de noter donc que cette multiplication de candidatures montre que ce projet politique est séduisant pour de nombreux pays. Et puis par ailleurs, il y a également, c'est une autre notion qu'il faut connaître à propos de la construction européenne, ce qu'on appelle l'approfondissement. Donc cette fois-ci, l'approfondissement, c'est l'augmentation des compétences de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que les pays membres décident de déléguer une partie de leur pouvoir à cette autorité supranationale. Alors sans entrer dans tous les détails, on peut noter en 1979 la création du Parlement européen, qui montre cette volonté politique d'intégrer l'Europe, qui est élu au suffrage universel direct, donc ça lui confère une nouvelle autorité. Et puis les années 80 sont aussi marquées par l'accélération de la construction européenne, qui est d'ailleurs très liée au couple franco-allemand. Vous savez, on parle souvent de couple ou de locomotive franco-allemande, qui sous-entend que l'accord entre ces deux grands pays sur le plan économique, démographique en Europe est indispensable, et lorsqu'il y a une entente entre ces deux pays, bien les projets européens avancent. L'inverse étant vrai aussi. Mais il faut noter, c'est vrai que dans les années 80, le couple François Mitterrand, donc président français, et puis Helmut Kohl, qui est le chancelier allemand, a permis à l'Europe de faire de grandes avancées. On peut noter par exemple les accords de Schengen en 1985, qui permettent la libre circulation des personnes au sein des espaces qui ont signé ces accords. Et puis en 1986, par exemple, on peut également noter l'acte unique européen. Voilà, c'est son nom, c'est-à-dire il s'agit d'un accord qui renforce les compétences de l'Europe et son approfondissement. Bon, notons néanmoins que dans cette même période, la dimension supranationale de l'Europe suscite des réticences, en particulier au Royaume-Uni, où Margaret Thatcher, le Premier ministre, qui est très souverainiste, obtient par exemple une réduction de la contribution de son pays au fonctionnement de la CEE. Ce qui fait que à la fin des années 80, on peut dire de cette CE que ça reste avant tout une entité purement économique, sans dimension sociale et avec des institutions politiques certes, mais relativement limitées. Et donc la nouvelle donne, c'est le titre de cette deuxième sous-partie, dans les années 90, la nouvelle donne européenne, bien il faut la mettre en lien avant tout avec la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, et donc à la fin de l'ordre bipolaire qui pesait sur les relations internationales depuis la fin de la guerre. Et donc c'est l'occasion pour l'Europe de se dégager de l'influence américaine et puis aussi de se rapprocher de l'Europe de l'Est. Et donc il va y avoir dans ce contexte un approfondissement de l'Europe à signaler, enfin c'est même incontournable de parler en 1992 du traité qui est signé aux Pays-Bas dans la ville de Maastricht, donc le traité de Maastricht, qui est un traité essentiel, d'abord parce qu'il va fonder ce que dorénavant on appellera donc l'Union européenne, augmenter ses pouvoirs et puis spécialement instaurer une monnaie unique à partir de 1999. Donc il met en place aussi un cadre plus politique pour l'intégration des pays en matière de politique étrangère, par exemple, de création d'un statut de citoyen européen. Mais néanmoins, justement, ce traité de Maastricht montre les limites et les obstacles à Maastricht, puisque on peut noter par exemple que la France, à qui on a demandé par voie de référendum d'adopter ce traité de Maastricht, eh bien la France l'adopte, mais à une très faible majorité de 51%. Donc c'est bien révélateur de toute la méfiance que suscite ce projet politique européen auprès des Français. Et puis il y a même un pays, qui est le Danemark, qui va, par voie de référendum aussi, refuser
simplement ce traité de Maastricht, donc il va être légèrement remanié pour que finalement le Danemark puisse rester dans l'Union européenne. Donc, vous voyez comment cet élargissement et puis cet approfondissement de l'Europe dans cette période-là mettent en place un projet original qui finalement n'est ni véritablement une Europe des États, puisqu'il y a des choses qui sont décidées en commun, mais c'est pas non plus une Europe fédérale, où il y aurait une autorité supranationale qui déciderait de tout. Ça ressemble un peu, vous pouvez citer l'expression d'ailleurs de Jacques Delors, qui a été président de la Commission européenne, qui parlait à propos donc de cette Europe qu'il a contribué à créer, d'une fédération d'États-nations. Alors c'est un petit peu contradictoire, une fédération d'États-nations, ce qui laisse entendre donc tout ce modèle hybride un peu original qui a été construit durant ces années 1980-1990. Voyons maintenant dans la troisième et dernière partie, depuis les années 2000, comment cette construction européenne s'est adaptée au monde et puis tout d'abord à la mondialisation. C'est-à-dire qu'on peut dire déjà que l'union économique est renforcée, et la monnaie commune, l'euro, qui est introduite donc sur les marchés financiers en 2002, puis mise en circulation adopté donc sur les marchés financiers en 1999 et mise en circulation en 2002, qui est gérée donc par la BCE, la Banque Centrale Européenne, va permettre à l'Europe de peser sur la mondialisation, que la zone euro, là, qui compte 17 membres, va pouvoir peser en particulier face au dollar pour les entreprises, que ça permet donc en gros une meilleure intégration à la mondialisation. Et puis toujours dans cette idée là de mondialisation et de poids de l'Europe, il y a autre chose à signaler ici bien sûr, c'est le 1er mai 2004 lorsque s'opère le plus grand élargissement jamais réalisé par l'Union européenne, puisqu'en 2004 ce ne sont pas moins donc de 10 pays, 10 nouveaux pays qui vont adhérer à l'Union européenne, et parmi ces 10 pays, il y en a 8 qui sont issus de l'ex-bloc soviétique. Il y aura ensuite en 2007 la Bulgarie, la Roumanie et puis la Croatie en 2008. Donc c'est révélateur aussi de cet intérêt, de cet attrait de l'Union européenne pour ces nouveaux adhérents. Alors pour autant, on déplore souvent le manque d'adhésion des citoyens. Il y a une volonté donc de renforcer la dimension politique de l'Europe, et puis c'est lié également à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le fait que 10 nouveaux pays arrivent et qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait au préalable avec 6, 9 ou 12 pays. D'où ce projet qui naît au début des années 2000 de rédiger une constitution, de donner de nouvelles règles à cette Europe en renforçant encore son côté politique. Et donc le projet de constitution est adopté en 2004, après un travail qui a duré près de 3 ans au sein des dirigeants de l'Europe. Et ce projet de constitution 2004 prévoit entre autres l'élection d'un président du Conseil européen, la création d'un poste de ministre des Affaires étrangères, bref un certain nombre de mesures qui donnent véritablement une dimension politique très ambitieuse à l'Europe. Et ce projet doit être soumis aux différents pays membres par voie référendaire en 2005. Et précisément, donc en 2005, la France, par la voix de ses citoyens, c'est un référendum, va donner plus de 55% des votants opposés à ce projet de constitution européenne. Alors c'est important d'en parler, même si finalement ce projet ne sera pas adopté, parce qu'il est révélateur justement de ce manque d'adhésion, de cette méfiance vis-à-vis de l'Europe, de ce repli nationaliste pour certains, de ces critiques adressées à une Europe qui est jugée trop libérale, pas pour d'autres, enfin bref. Voilà comment donc ce projet de constitution de 2004 va avorter, va finalement être remplacé lors d'un sommet dans la capitale portugaise, ce qu'on appelle donc le traité de Lisbonne depuis, donc traité de Lisbonne qui est signé en 2007 et qui est un traité qu'on appelle modificatif, pour ne pas rester sur cet échec cuisant de 2005 et continuer à se battre pour la construction européenne. Voilà. Alors, on se demande évidemment quel avenir pour l'Europe dans ce contexte aujourd'hui. Alors d'abord par rapport à son élargissement, est-ce qu'on va vers une Europe toujours plus grande, une Europe des 30 se pose en particulier la question de l'adhésion de la Turquie, à qui on avait promis dès 1963 de rejoindre l'Europe, et puis cette adhésion est fortement critiquée et même contestée par des leaders européens de premier plan au regard de la déstabilisation actuelle au Moyen-Orient par exemple.
Donc l'élargissement de l'Europe continue à poser problème, hein, ça pose la question récurrente des limites des frontières orientales et puis aussi méridionales de l'Europe. Et puis des menaces qui perdurent, hein, beaucoup d'euroscepticisme qu'on évoquait. Et on peut signaler l'augmentation très importante de ce qu'on va appeler des votes nationalistes, hein, dans des pays membres de l'Europe, c'est-à-dire des partis souvent d'extrême droite qui prônent un rejet de l'Europe et qui rencontrent des succès électoraux de plus en plus importants. Dans de nombreux pays membres de l'Union européenne. Évoqué également, hein, donc alors si on reprend dans l'ordre, je disais, c'est nationalisme exacerbé, hein, qui de plus en plus paralyse le projet européen. Évoqué également, ce dont on parle actuellement, de Grexit, actuellement, enfin depuis 2 ans, exit, la sortie, hein, sortie de la Grèce de l'Europe en raison de ses difficultés budgétaires récurrente. Et puis plus récemment, on évoque également le Brexit, hein, une promesse du candidat Cameron lorsqu'il était en campagne pour sa réélection, le Premier ministre britannique, qui a promis de consulter les Britanniques, hein, pour une sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Et c'est bien révélateur de cette méfiance, hein, de ce rejet de l'Europe qu'on constate aujourd'hui. Il faut souligner que les pères fondateurs de l'Europe n'avaient pas prévu de procédure d'exclusion ou de sortie d'un pays de la communauté. Donc ça montre tous ces problèmes en lien autour de ça. Et puis hein, souligner aussi l'absence de politique extérieure cohérente dans laquelle l'Europe serait capable de parler d'une seule voix. Pour l'instant, c'est bien souvent la cacophonie sur de nombreux sujets. Et vous pouvez citer à titre d'exemple la question des migrants qui occupe l'actualité depuis quelques mois, avec la déstabilisation en Syrie, en Libye et l'afflux de migrants vers l'Europe, ou comment chaque pays reprend ses petits égoïsmes nationaux, hein, tire un trait sur les traités et les accords passés avec ses pays voisins pour essayer de se préserver. C'est bien révélateur de ce manque de cohérence et de politique commune menée par l'Europe, hein. Donc voilà, autant de questions qui se pose. Et puis on peut même évoquer en conclusion certaines déclarations de hauts dirigeants européens qui ces derniers mois, au regard de toutes les crises qu'on vient d'évoquer, n'hésitent pas même à parler d'une disparition, hein, de cette construction politique européenne, en tout cas qui souligne qu'elle est aujourd'hui très fortement mise en danger par ce contexte national, enfin européen et international très troublé, hein. Et puis pour terminer, on pourrait citer en guise d'ouverture quelques paroles issues d'un éditorial récent écrit par un journaliste qui est un des meilleurs spécialistes français de l'Europe, justement, qui s'appelle Jean Quatremer, qui est le correspondant à Bruxelles du quotidien français Libération, et qui, dans une tribune récemment, évoquait l'adhésion il y a 12 ans, de ces pays dont on parlait tout à l'heure, de ces 10 nouveaux pays issus pour la plupart de l'ex-Europe de l'Est, hein, Europe communiste. Et on se demandait il y a 12 ans si sur le plan économique, ils allaient pouvoir rattraper leur retard, et on ne s'inquiétait pas du tout par contre de leur intégration politique à l'Europe. Et puis force est de constater aujourd'hui que sur le plan économique, cette intégration, elle s'est faite plutôt bien, hein, puisqu'il y a eu un rattrapage très important, une croissance très élevée pendant longtemps, mais que par contre, sur le plan politique, quand on regarde le nombre de pays qui ont élu ou qui ont donné des scores très importants à des candidats très fortement nationalistes, qui n'hésitent pas à critiquer, à rejeter l'Europe, on peut effectivement s'interroger sur cette adhésion et sur la pérennité du projet européen.